Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 3 janvier. La rentrée scolaire demain sera perturbée, voire différée dans plusieurs régions en raison des dégâts causés par la tempête. De très nombreux exemples de bâtiments dont les toits se sont envolés. Des centaines de milliers d'arbres abattus et c'est toute la filière bois qu'il faudra repenser. Nous irons dans les Vosges voir les dégâts causés dans les forêts. Rien à signaler, c'est une bonne nouvelle. Le bug informatique du siècle n'a pas eu lieu, mais il faut encore attendre les reprises d'activité des petites et moyennes entreprises. La guerre menée par les Russes en Tchétchénie aurait déjà coûté la vie à 1 millier de soldats russes. Nous vous raconterons l'histoire de Pavel Koupine, soldat russe vendu comme un esclave en Tchétchénie. Et puis du cinéma, sorti mercredi du voyage de Félicia, du réalisateur Atom Egoyan. Fin des vacances scolaires ce soir, mais celles-ci seront sans doute suivies de prolongations pour quelques-uns, puisque quelques 120 établissements d'enseignement primaire ou secondaire ont été en grande partie détruits par la tempête. Des toits se sont envolés, les académies les plus touchées sont celles de Créteil, de Poitiers, mais également en Lorraine et en Normandie. Difficile d'envisager donc une reprise normale des cours. Bien souvent, les salles de classe sont à ciel ouvert. Reportage Hélène Hugues avec Philippe Deslandes. Des salles de classe à ciel ouvert. Plus d'une semaine après la tempête, le lycée Saint-Exupéry de Créteil en est encore à l'état des lieux. Les couvreurs partent au plus pressé. Le vent a arraché une partie du toit. Il s'est engouffré dans les faux plafonds qui se sont affaissés sur toute la longueur du bâtiment. L'eau s'est infiltrée, des courts-circuits se sont produits. Aucune salle n'est pour l'instant utilisable. Une partie seulement des 1500 élèves de l'établissement sera accueillie jeudi. Aucune chance que tous les élèves rentrent jeudi. Je pense qu'il y aura besoin ou de bâtiments provisoires ou de trouver des hébergements provisoires dans d'autres établissements pour pouvoir faire tourner toutes les classes pendant assez longtemps encore. Visible du lycée, cette école primaire devra également différer sa rentrée comme une soixantaine d'autres établissements dans toute l'Île-de-France. Particulièrement touché également l'Est de la France. Dans la seule académie de Nancy-Metz, 22 établissements ont dû repousser leur rentrée d'un à plusieurs jours. Dans ce lycée spécialisé dans la mécanique automobile, les ateliers sont inutilisables. Avant de penser rentrée, il faut penser déblaiement. Là, c'est les élèves qui sont venus, qui sont là, qui déblayent avec nous. Victimes de la deuxième tempête, le Poitou-Charentes et le Bordelais font leur compte. En Charente-Maritime, tous les établissements scolaires, sans exception, ont été endommagés. Dans l'académie de Bordeaux, 16 établissements ont différé leur rentrée. Il faudra trouver des salles de classe dans d'autres écoles, collèges et lycées pour assurer les cours en attendant la reconstruction. Il faudra aussi des lits pour héberger les internes. Au total, ce sont quelques 935 établissements scolaires dans toute la France qui ont été endommagés. 197 ne pourront pas assurer demain la rentrée dans des conditions normales. Oui, la perturbation de cette carte scolaire tient également compte des difficultés rencontrées par les agents EDF dans la réparation des lignes électriques. Une semaine après les deux tempêtes, il y a encore ce soir 370 000 abonnés privés d'électricité dans les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes principalement. Ce sont les réseaux de basse tension qui desservent les particuliers qui semblent les plus malaisés à rétablir. Pour France 2, David Bazier et Vincent Dubroca étaient aujourd'hui en région bordelaise, à Vendeilles-Montalivet, où EDF ne prévoit pas un rétablissement normal de la situation avant la fin du mois de janvier. Après 8 jours sans électricité, les bougies se font rares dans les maisons de Vendeilles-Montalivet. Tout le monde, vraiment tout le monde, est mis à contribution. Et c'est monsieur le curé qui a été gentil de les offrir à la mairie, quoi, pour le personnel. Enfin, pour le personnel, pour les gens de la commune, je suppose. Moi, je l'ai appris en revenant de l'enterrement qu'on a donné, alors j'y suis allée, on me l'a donné. Distribution en mairie des cierges de l'église, car le retour du courant est prévu minimum pour fin janvier, voire pour février. La raison, c'est la forêt de la région, littéralement soufflée par la tempête. Près des lignes électriques, des militaires, car les électriciens ne peuvent pas réparer à cause des tonnes de bois enchevêtrées. Les pylônes de béton, eux aussi, n'ont pas résisté, il faut les dégager. Alors pour nous, le travail, c'est de dégager sous lignes de haute tension, dégager de part et d'autre de manière à ce que l'EDF puisse installer les poteaux et remettre les lignes après. La seule bonne nouvelle pour les sinistrés, ce sont les groupes électrogènes de l'aide internationale. Et donc vous êtes ici là, sur le siège technique, vous voyez d'ailleurs le matériel qui nous vient en ce moment du Canada et d'Angleterre, avec pour objectif de desservir les communes rurales girondines de notre territoire, qui sont bien évidemment les plus sinistrées.
L'un de ces groupes électrogènes vient d'arriver à Vendès-Montalivet. Il est capable d'alimenter le centre du village, mais dans les maisons isolées, on s'apprête à changer de rythme de vie pour longtemps. On se lave à l'eau froide, on fait chauffer de l'eau dans la lessiveuse, et puis on fait la lessive aussi dans la lessiveuse. Et puis voilà, hein. On mange à 7h, à 8h on est couché. Seule présence du confort moderne, un groupe électrogène ambulant qui recharge les congélateurs. Et il faut ajouter que 400 000 lignes téléphoniques étaient encore coupées aujourd'hui, qu'il faudra plusieurs semaines aussi avant de rétablir l'ensemble du réseau. Et puis demain, côté SNCF, la circulation des trains sur le tronçon entre Nantes et La Rochelle doit reprendre dans les deux sens. Tout cela ne fait évidemment pas l'affaire des maires des petites communes sinistrées qui doivent se débattre entre les demandes de leurs administrés, lassés des éclairages à la bougie, et les silences administratifs, d'où une certaine fatigue teintée d'amertume. Reportage à Chessou, c'est en Haute-Vienne, avec Elsa Margou et Éric Delagneau. Pas facile de rencontrer Monsieur le maire. Voilà une semaine qu'il court par monts et par vaux au chevet de ses administrés. Vous voyez, voilà, des opérations de déménagement. Être élu dans une petite commune, c'est servir à tout. Allez. Il a bien fallu mettre la main à la pâte. À Chessou, 212 habitants, les conseillers municipaux ne sont pas si nombreux. Alors, depuis une semaine, le maire et le cantonnier se démènent et n'ont guère eu l'occasion de souffler. C'est en moyenne, depuis mardi matin, 3 à 4 heures de sommeil par nuit, et d'un mauvais sommeil, parce que, vous savez, quand il vous arrive ce genre de choses, quand vous vous sentez isolé parce que coupé du reste du monde, aucun moyen de communication, vous vous demandez ce qui va vous tomber comme tuile sur le coin de la figure. Chaque soir, les élus du canton se retrouvent pour échanger des informations, bien sûr, mais aussi pour se soutenir le moral face à la colère de certains de leurs administrés. J'ai toutes les demandes des communes du coin. Du fait même qu'à certains endroits, on annonce le rétablissement de l'électricité, qu'on annonce le rétablissement du téléphone, et que sur la commune, ce n'est pas encore le cas, eh bien, on pose la question de façon très crue souvent, que fout le maire, à quoi il passe son temps, alors que le maire... Dernier maillon de la chaîne républicaine, les maires sont en première ligne, face aux responsabilités mais aussi aux critiques. Alors, certains se découragent. Dans l'ensemble qui sont compréhensibles. Non mais c'est pas méchant la plupart du temps, c'est pas méchant. Il y a des moments, tu sais, quand tu es sur les nerfs, c'est des petits moments, t'es fatigué. Que tu es fatigué, c'est dur. Hein. C'est une très grosse responsabilité. Et je fais partie de ceux qui n'en feront plus partie en 2001. Vous voulez plus être maire? Terminé. Tard le soir, la mairie est encore ouverte. La semaine s'annonce longue. Les élus devront bientôt retourner à leur travail. Qui, alors, prendra le relais? En Seine-Maritime, 78 000 personnes étaient encore privées d'eau potable aujourd'hui et plusieurs dizaines d'entreprises dans ce département comme dans celui de l'Eure doivent maintenant recourir au chômage technique partiel. Jour après jour, on mesure l'étendue du désastre des forêts depuis les Landes jusqu'aux Vosges. Dans cette dernière région où se trouvait aujourd'hui le ministre Jean Glavany, il y aurait 10 millions de mètres cubes de bois par terre. La filière bois dans les Vosges concerne 13 000 personnes et 1 700 entreprises. Voyez le reportage de Laurence Griffon et Alain Locatio. C'était la plus belle parcelle de la forêt de Haye. La plupart de ces arbres avaient 120 ans. Aujourd'hui, il faut les couper dans l'urgence. Un vrai gâchis. Eh ben, on a envie de pleurer. Pour vous, c'est une catastrophe? C'est une réelle catastrophe. C'est une catastrophe immédiate et c'est une catastrophe aussi pour plusieurs décennies. À ce rythme-là, donc vous avancez à 50 mètres par jour environ. Ce désastre est bien sûr écologique, mais aussi économique. Oui, ça va donc se défendre. Ça représente 9/10 de la valeur de la forêt qui est partie. Dans la mesure où tous les arbres qui font plus de 30 ou 35 cm de diamètre sont tombés, c'est eux qui représentent une valeur et ils vont être exploités dans les mois qui viennent à bas prix, dans la mesure où le marché du bois sera complètement saturé. Des prix qui baissent, cela n'arrange pas forcément les exploitants. Le bois sera de mauvaise qualité. À la sortie de cette scierie, on aura aussi du mal à le vendre. Tout ce qui était les tempêtes ou les tornades ou les chablis, les affaires ne sont jamais très bonnes, ni pour les vendeurs, ni pour les acheteurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas des quantités de bois qui arrivent sur le marché d'une manière organisée, et tout est déstabilisé, les cours sont déstabilisés.
En fait, c'est toute une économie locale qui est menacée. Les communes forestières sont elles aussi touchées. C'est quasiment le budget de la commune qui est remis en cause dans la mesure où nos revenus viennent de la forêt. Donc la taxe professionnelle en moins, les revenus forestiers en moins, vous imaginez les difficultés que nous allons avoir pour tout simplement vivre et faire fonctionner la commune. Voilà à quoi ressemblait la forêt avant la tempête au début du printemps. Il faudra sans doute plus de 50 ans pour qu'elle retrouve ses couleurs. Lundi 3 janvier 2000, pas de nouvelles, bonne nouvelle, à force d'attendre le pire, il ne s'est rien passé. Le bug de l'an 2000 contre lequel des mesures exceptionnelles avaient été prises depuis près de 2 ans dans les entreprises bénéficiant de systèmes informatiques, ce bug n'a pas eu lieu. On ne voit pas pourquoi on le regretterait, même s'il faut être encore prudent puisque toutes les petites et moyennes entreprises n'ont pas encore totalement repris leurs activités. Fallait-il dépenser autant d'argent pour éviter le bug? Cette seule question agace le club informatique des grandes entreprises françaises qui participent au dispositif de surveillance de ce bug. Explication avec Cyril Deveau et Rémi Poissonnier. Depuis ce matin, certains terminaux de paiement électronique ne lisent plus les cartes bancaires. Cette société aixoise, spécialisée dans la réparation des terminaux, a reçu 150 appels de commerçants désemparés. Ils n'avaient pas téléchargé le programme anti-bug. Aujourd'hui, impossible pour eux d'encaisser les clients. Hormis ce problème de carte bancaire, tout est calme au comité national en 2000 installé au ministère des Finances. Aucun bug signalé dans les grandes entreprises françaises ni dans les administrations. Des chiffres encourageants pour les PME-PMI. Sur 1300 entreprises sondées, une vingtaine seulement a déclaré des dysfonctionnements liés au bug dans les logiciels de comptabilité, les badgeuses ou les standards téléphoniques. On soupçonne donc les petites entreprises de vouloir cacher leurs problèmes. De toute façon, ça va se savoir très vite, en particulier celles qui sont dans l'environnement des grands groupes. Parce que le grand groupe a besoin d'elles, s'ils sont par exemple fournisseurs d'une pièce détachée importante, fournisseurs d'un sous-ensemble. Et donc ils sont suivis, monitorés, et il vaut mieux qu'ils avouent tout de suite quand ils ont un problème, ce qui peut arriver. Et à ce moment-là, on peut les aider. Vigilance pendant plusieurs semaines encore, même si le ministre de l'économie annonce déjà la victoire sur le bug. D'après lui, c'est grâce à la mobilisation de 50 000 informaticiens depuis 2 ans, et grâce aux 120 milliards de francs dépensés en France. Alors certains peut-être diront que nous avons surestimé le danger et donc nous avons déployé trop d'efforts pour y faire face. Je voudrais dire très clairement qu'une telle controverse me paraît complètement absurde. Absurde ou non, la dépense existe. Dans le monde entier, la peur du bug a coûté la somme de 2000 milliards de francs. Avant les soldes de janvier, une autre tradition, c'est-à-dire les modifications en matière de prestations sociales ou d'impôts. Le minimum vieillesse augmente de 1% et le droit au bail est supprimé pour les locataires ayant des loyers inférieurs à 3 000 francs mensuels. Les autres nouveautés sont, vous allez le voir, plus ou moins agréables. Commentaire Émilie Lançon. Allez, on commence par ce qui fâche, ce qui va vous coûter plus cher cette année. L'État fait la chasse aux fumeurs, les taxes sur les paquets de cigarettes augmentent de 5% dès aujourd'hui. Autre hausse, celle du prix du gazole. À partir du 11 janvier, la taxe sur ce carburant augmente de 9 centimes le litre. En revanche, la taxe sur le samplon 95 et 98, elle, ne bouge pas. Nouveauté 2000, le Super 98 disparaît au profit d'un nouveau carburant, le Super samplon mais au potassium. Un carburant moins polluant mais plus cher à fabriquer et donc un peu plus cher à la pompe. Rassurez-vous, tous les moteurs d'avant 1987 pourront utiliser ce nouveau Super, enfin pendant 3 ans seulement. Non, après, votre voiture ne sera pas bonne pour la casse, mais il faudra vous-même faire le mélange. Les bonnes nouvelles, enfin, elles concernent les prestations sociales qui bénéficient à plus de 10 millions de personnes. Les minima sociaux sont revalorisés, le RMI augmente de 2% et passe ainsi à 2 552 francs par mois pour une seule personne. L'allocation de solidarité spécifique et l'allocation d'insertion augmentent elles aussi de 2%. Quant aux allocations familiales et aux retraites du régime général, elles connaissent une légère hausse, plus 0,5%. Suite des nouveautés de ce début d'année avec l'entrée en vigueur de la loi sur la couverture maladie universelle, la CMU, qui doit permettre à 6 millions de personnes démunies de bénéficier de la prise en charge gratuite de leurs frais médicaux. La mise en place de cette CMU ne se fait pas toujours très facilement. Commentaire Nathalie Moisan avec Alain Loubeski et Christian Leroux.
La foule des grands jours à la Caisse de sécurité sociale de Nice. On se presse pour s'informer sur la couverture maladie universelle, à la fois sécurité sociale et mutuelle gratuite pour les plus pauvres. Toute personne vivant seule et bénéficiant de 42 000 francs par an de ressources pourra bénéficier de la CMU de base. Offrir des soins gratuits à ceux qui ne peuvent les payer, l'association Réseau n'a pas attendu la CMU pour le faire. Un numéro vert, une poignée de bénévoles. L'an dernier, 10 000 personnes ont fait appel à eux. Ils s'adressent à nous parce qu'ils n'ont pas de sous. Ils ont, ou bien ils ont une sécurité sociale, mais ils n'ont pas de quoi payer leur tiers payant. Ils n'ont pas d'argent. Ou bien ils n'ont rien du tout. Ces personnes démunies sont ensuite envoyées vers les médecins qui ont accepté de les voir gratuitement. Ce jour-là, Réseau avait demandé au docteur Hamou de recevoir un sans-abri, un homme de 80 ans sans ressources ni papiers. Même quand j'ai des papiers précieux, de temps en temps je suis attaqué, soit dans le métro, soit un peu partout. Alors on me prend tout, on me vise les poches. Alors j'ai eu l'occasion de faire refaire mes papiers à 2 ou 3 reprises et chaque fois je les perds, de sorte que maintenant, comme je vous ai dit, je vis en marge de la société. Une personne directement concernée par la couverture maladie universelle et qui pourtant n'en bénéficiera peut-être pas. Je ne vois pas comment un cas tel que celui que nous venons de voir va s'insérer dans ce cadre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucun papier. C'est toute la limite du dispositif. Même avec la CMU, les associations continueront à jouer un rôle auprès des plus démunis, ne serait-ce que pour les informer de leurs droits. Enfin, un premier bilan de l'année 99, c'est en matière automobile. Les ventes de voitures neuves ont été au plus haut depuis 8 ans, plus de 10% d'augmentation par rapport à 98, avec 2 148 000 véhicules vendus aux particuliers. Mais il faut noter que dans ce chiffre, il y a 25% de ces ventes qui ont été faites des entreprises de location. Une nomination surprise au secrétariat d'État au budget. Florence Parly, 36 ans, membre du cabinet du Premier ministre jusqu'à présent, a été nommée déléguée, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, Christian Sauter. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste. Pour envoyé spécial, il y a 2 ans, Thierry Tuillier, Guylaine Chenu et Bruno Giraudon avaient suivi les activités de Florence Parly. C'était à Matignon. Même en retard à une réunion à Matignon, Florence Parly ne se laisse pas facilement démonter. C'était il y a 2 ans. Autour de la table, elle est la seule femme, l'une des plus jeunes aussi. Pourtant, c'est elle qui, jusqu'à aujourd'hui, a tenu strictement les canons de la Bourse de l'État. Naturellement favorable. Si on devait le faire. Conseillère budgétaire auprès du Premier ministre, elle impose comme ici ses décisions. De manière médiatique. Contrairement à ses prédécesseurs au poste, dans son bureau de Matignon, elle a appris à travailler seule, rédigeant elle-même ses notes. Une habitude héritée de l'ENA et de sa déjà longue expérience dans les cabinets ministériels. Servir l'État, c'est être au service de la collectivité, servir l'intérêt général et donc essayer de faire en sorte que les gens qui vivent dans ce pays vivent plutôt mieux. Florence Parly n'aura pas mis longtemps à franchir le pas et à sortir de l'anonymat des cabinets ministériels. Cette militante socialiste est désormais la Benjamine du gouvernement. Ce matin, au Palais de l'Élysée, le gouvernement présentait ses vœux au chef de l'État. Tout s'est passé de manière très courtoise entre cohabitants. Jacques Chirac et Lionel Jospin ont fait des vœux pour la croissance. Une croissance d'ailleurs qui pourrait atteindre 3% selon le gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet, qui faisait ce pronostic ce matin sur RTL. Donc au Palais présidentiel, où les échanges se sont faits à huis clos, chacun s'est félicité que l'État ait assumé son rôle lors de la tempête et de la marée noire. Compte rendu, Véronique Saint-Olive avec Jean-Paul Chausset. Les ministres sont dans la rue. Nous vivons les rites républicains. Voilà. Chaque année à la même époque, ils franchissent donc ensemble les quelques mètres qui séparent le ministère de l'Intérieur de l'Élysée. Sourire, décontraction pour l'image, mais pas de confidence sur les vœux que le gouvernement s'apprête à adresser à Jacques Chirac. L'affaire est expédiée rondement, 40 minutes plus tard tout le monde ressort, mais l'inspiration n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce que le gouvernement a souhaité au président de la République pour cette nouvelle année? Vous direz, c'est le Premier ministre qui a présenté ses vœux, donc c'était voilà, substantiel, très construit, dans une excellente atmosphère. Le Premier ministre a tenu à rappeler que l'économie fonctionne bien, mais que l'économie n'est pas un tout et que l'homme doit toujours y trouver sa place. La dominante était la confiance dans l'avenir et dans la capacité de la France à relever les défis qui sont sur sa route.
chaleureux et cordial, selon son entourage. Le Premier ministre a souhaité que les choses continuent d'aller aussi bien grâce à la politique que mène son gouvernement. Chaleureux et cordial, selon son entourage à lui, le président de la République a souhaité, lui, que les choses aillent mieux, en appelant de ses voeux une baisse des charges, une réforme des retraites et une meilleure distribution de la croissance. En somme, des vœux très sincères de cohabitation. On se dit peu de choses, mais on n'en pense pas moins. Le député communiste de la Somme, Maxime Grémetz, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour avoir commis des violences au volant de sa voiture au mois d'avril 1998 près d'Amiens. M. Grémetz avait ainsi perturbé une cérémonie officielle pour protester contre les connivences du président de la région Picardie avec le Front National. Selon lui, M. Grémetz a décidé de faire appel. Les présidents de région Bretagne et Pays de Loire, Jocelyn de Rohan et François Fillon, font cause commune face à la marée noire. Celle-ci est loin d'être terminée. Déjà 18 000 oiseaux sont morts, malgré les efforts de la Ligue de protection des oiseaux. Et c'est maintenant l'île de Ré qui semble comme éclaboussée par des plaques de fioul issues du pétrolier Erika. Reportage François Privat et Philippe Ritten. Les barrages flottants viennent tout juste d'arriver du Havre. Ils sont posés dans l'urgence. Des nappes dériveraient au large du fier d'Ars-en-Ré. Cette étendue d'eau et de marée ouverte sur la mer est difficile à protéger à cause des courants. Mais on barre tout de même le chenal d'entrée du port. On vous a dit qu'il y avait des nappes un petit peu plus au large du fier? On en a eu hier et avant-hier qui sont arrivés juste derrière le fier. On nous a averti qu'on risquait d'en avoir qui pouvaient rentrer dans le fier, donc on préfère prévoir. Le fier d'Ars, 2 millions de mètres cubes d'eau à chaque marée. Il abrite une réserve ornithologique et de nombreux marais salants. Mesure de précaution, toutes les écluses sont fermées. La pollution, elle était visible ce matin de l'autre côté de l'île, sur les plages. Des milliers de taches d'hydrocarbures collées au sable. Ou plus inquiétant, flottant dans les trous d'eau au milieu des rochers. Affreux. Regardez-moi. Alors là, c'est pire que la plaque, là. Pire que les morceaux. C'est pire que des morceaux, ouais, en réalité. Pourquoi c'est pire? Parce que pour pouvoir l'enlever, c'est presque impossible. S'il faut s'amuser à prendre gouttelette par gouttelette. C'est toute la faune marine qui est morte, quoi. Même s'il n'y a pas de galette, tout a été intoxiqué. Vous avez regardez la gueule de l'eau, là, il y a tout qui vit, quoi. Les crevettes, les palourdes, vous grattez un peu, vous trouvez les coquillages, il y en a partout. Tout ça, c'est de la vie aussi. Donc, De nombreux bénévoles sont venus spontanément prêter main forte à la vingtaine d'hommes de la sécurité civile mobilisés depuis ce matin. Ce que l'on peut constater, c'est que la plage d'Ars-en-Ré a retrouvé un aspect acceptable, pratiquement propre, en attendant la prochaine marée. Quant aux opérations de pompage du fioul encore contenu dans l'épave du pétrolier Erika par 120 mètres de fond, ces opérations ne pourront commencer que dans 3 ou 4 mois. Les robots destinés à repérer et évaluer les quantités de fioul sont bloqués soit par le mauvais temps, soit par la configuration de l'épave. Explication Jean-Claude Alanic. Décidément, tout va mal dès qu'il s'agit de l'Erika. Maintenant, c'est le robot chargé d'explorer l'épave qui est coincé au fond de la mer. Lors d'une première plongée, ce ROV, la Bisub, avait commencé l'examen de la coque de l'Erika à la recherche de fuites de pétrole. Les rares images diffusées par la préfecture maritime de Brest ne donnent aucune information sérieuse sur l'état du pétrolier. Seul le témoignage du représentant des marins-pêcheurs qui a assisté à la plongée permet de se faire une idée. On a pu constater en vidéo qu'il y avait du pétrole sur le pont du bateau. Et lorsque le ROV intervenait dessus, par ses propulseurs, le produit décollait légèrement, donc remontait à la surface. Mais le problème pour l'instant n'est plus d'explorer l'Erika, mais de renflouer la Bisub, en utilisant un autre robot, l'Achille. Un sauvetage qui n'a pu avoir lieu cet après-midi en raison du mauvais temps. Un ROV uniquement d'observation va descendre pour justement voir comment la Bisub est coincée, nous donner des indications sur le type d'intervention, s'il faut couper des câbles ou simplement des bouts, afin que nous équipions un engin de ce type, Super Achille, pour pouvoir intervenir de façon efficace. Scénario que les autorités maritimes refusent là aussi de commenter, à croire qu'il s'agit d'un secret défense.
Au Liban, à Beyrouth, l'ambassade de Russie a été la cible d'une attaque menée par un Palestinien qui voulait ainsi protester contre le conflit en Tchétchénie. Au cours d'une fusillade, un policier a été tué, plusieurs civils ont été blessés. Et puis l'armée libanaise a abattu le Palestinien qui voulait mourir en martyr pour Grozny. C'est du moins ce qui était écrit dans un communiqué que l'on a retrouvé dans sa poche. Toute cette journée de lundi, les forces russes ont pilonné la capitale tchétchène Grozny. L'aviation a effectué près de 90 sorties ces dernières 24 heures. Les Tchétchènes affirment avoir repris plusieurs localités aux Russes et indiquent qu'une cinquantaine de soldats de Moscou ont été tués depuis samedi. De leur côté, l'Union des comités des mères de soldats russes estime qu'au moins 1000 soldats ont trouvé la mort depuis le début du conflit en Tchétchénie. On évoque aussi beaucoup le délabrement de cette armée russe, forte pourtant de 100 000 hommes contre 12 000 Tchétchènes. Des exactions auraient été commises par de hauts dignitaires de l'armée. Les officiers étant mal payés, ils vont jusqu'à vendre leurs appelés comme des esclaves. C'est le cas de Pavel Koupine, un soldat aujourd'hui rescapé après avoir été vendu puis racheté. Gilles Rabin et Franck Brisset racontent cet échange sordide. Cette femme-là vit dans une panique permanente. Un jour de septembre dernier, son monde s'est écroulé avec le peu en quoi elle croyait encore. Le premier de ses fils, soldat depuis le printemps, venait d'être vendu comme esclave à des Tchétchènes par des officiers russes qui le commandaient. Elle va chez une voisine parce qu'elle n'a pas le téléphone. Elle vient de recevoir un télégramme du procureur militaire. Bonjour, c'est le Koupina. Nous avons reçu un télégramme. Nous sommes convoqués à Vladikavkaz. Vladikavkaz, c'est l'autre bout de la Russie. C'est là que son fils a été vendu. C'est là qu'il doit retourner finir son service militaire. Je leur ai dit, comprenez-moi bien, nous n'avons pas d'argent et vous nous demandez de racheter l'uniforme de mon fils. Je leur ai dit qu'on n'a pas les moyens, qu'on ne peut pas. Non seulement le soldat vendu comme esclave doit repartir dans le même régiment, dans la même caserne, mais il doit aussi remplacer à ses frais l'uniforme que, bien sûr, on lui a volé en Tchétchénie. Vous savez, quand il a été libéré, tout ce qu'il avait sur le dos, c'était une veste, un vieux t-shirt, un jean et des baskets trouées. Le soldat Pavel Koupine a été racheté par un chef mafieux tchétchène et échangé contre son fils, arrêté en Russie pour trafic de drogue. Mais 6 de ses compagnons vendus avec lui ne sont pas revenus. Ils nous cognaient sur la tête avec leurs armes automatiques, ils menaçaient de tirer sur nous. De son esclavage en Tchétchénie, il ne parvient à livrer que quelques bribes. Il me dit, je ne veux pas retourner à l'armée. Si les officiers en qui j'avais confiance m'ont vendu, comment je pourrais les regarder droit dans les yeux et leur obéir? Je n'avais plus aucun espoir de revenir à la maison, plus aucun espoir. Vous avez été vendu pour combien d'argent, vous le savez? Pour $50. Et vous avez été racheté pour combien? Racheté pour $9000. Vendu pour $50, 320 francs, racheté un mois plus tard pour 9000, un peu plus de 57 000 francs. Les officiers coupables ont été arrêtés et c'est exceptionnel. Mais le soldat esclave devra repartir à l'armée, c'est-à-dire à la guerre, en Tchétchénie, jusqu'à la fin de son service militaire dans 1 an et demi. Il n'y a personne en Russie pour sauver le soldat Pavel Koupine. Au Kremlin, le nouveau président russe par intérim, Vladimir Poutine, a pris une décision symbolique ce matin. Il a mis à l'écart la fille de Boris Eltsine. Tatiana Diatchenko était jusqu'à présent conseillère en communication de son père. Son nom fut souvent cité dans des affaires de pots de vin et de comptes bancaires suisses. Deuxième série de pourparlers de paix aux États-Unis, à Shepherdstown, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Washington. On voit ici le président Clinton entouré du chef du gouvernement israélien et du ministre des Affaires étrangères syrien. Ils se sont retrouvés pour de nouvelles discussions. Violents affrontements en Égypte entre musulmans et coptes dans le village de Al-Roché. Il y a 20 morts, 33 blessés, avec à l'origine une dispute entre 2 commerçants des 2 communautés. Et puis l'arrivée à Paris cet après-midi du président ivoirien déchu par un coup d'État, Henri Konan Bédié. Des consignes de sécurité très strictes avaient été prises lorsque M. Bédié a atterri à bord de l'avion du président togolais. Richard Binet et Philippe Luzi pour France 2 ont pu rencontrer M. Bédié. Un petit homme arrivant discrètement, presque en catimini, dans une rue du 16e arrondissement. Henri Konan Bédié, président déchu il y a 10 jours par un coup d'État militaire. La France vient d'accorder un visa de 3 mois à l'ex-homme fort de Côte d'Ivoire qui n'avait jamais imaginé devenir si vite un citoyen ordinaire.
laissait présager un tel changement, un tel bouleversement qui ternit l'image de la Côte d'Ivoire, qui ternit l'image du pays de stabilité légendaire qu'on connaissait de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, et puis ensuite, est-ce qu'il y avait lieu à opérer un coup d'État, dans la mesure où nous étions à 9 mois des élections? Celui qui dirigeait la Côte d'Ivoire durant 7 ans semble ne pas comprendre comment il a pu être ainsi lâché par la communauté internationale qui n'a condamné que du bout des lèvres le coup d'État, par la France qui finalement ne lui offre qu'une terre d'asile, par son propre pays, enfin la Côte d'Ivoire qui semble peu à peu lui tourner le dos. En Allemagne, le parquet de Bonn a ouvert aujourd'hui une information judiciaire contre l'ancien chancelier Helmut Kohl. Celui-ci est soupçonné de malversation alors qu'il était président de l'Union chrétienne-démocrate. La justice cherche à établir les preuves d'une comptabilité parallèle au sein de la CDU. Des ramifications financières sont possibles avec l'affaire du groupe Elf. Correspondance Olivier Lerner et Ralph Kingelhofer. Gestion séparée des comptes du parti, argent reçu sous forme de dons non déclarés au fisc. Le 16 décembre dernier, devant les caméras de la télévision publique allemande, Helmut Kohl passait aux aveux, mais de sa bouche ne sortira pas tout. Helmut Kohl a juré que jamais il ne révélerait l'identité de ses généreux donateurs. L'ombre d'Helmut Kohl est en train de ruiner l'image, la crédibilité de son propre parti, où on lui demande expressément de tout révéler pour éviter le fiasco total en vue des prochaines élections. M. Kohl est mis en examination pour l'abus de biens sociaux. Donc, selon le droit allemand, il a le droit de garder le silence. Ce droit est absolu. Donc, il n'ira pas en prison. Sur la raffinerie à Leuna rachetée par Elf en 1992, Helmut Kohl garde le silence absolu. Pourtant, plus de 250 millions de francs auraient été versés par le pétrolier dans les caisses de la CDU. Des commissions versées qu'il faut bien appeler des pots de vin. À la lumière de cette affaire, on va regarder d'un autre œil la carrière politique d'Helmut Kohl qui est resté 16 ans à la chancellerie, 25 ans à la tête de son parti, la CDU. Tous ses amis l'ont lâché et parlent maintenant d'un homme hypocrite, méchant, qui régnait sans partage, un peu à la façon d'un monarque. Les Allemands tombent de haut, la désillusion est grande. L'humoriste et animateur de télévision Jamel Debbouze est sorti de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il avait été transporté hier dans cet hôpital à la suite d'une altercation avec des policiers. Jamel Debbouze veut porter plainte car il affirme avoir été frappé par ces policiers, ce que contestent certains syndicats de police. Du sport, de la voile, le défi français 6e sens a perdu sa deuxième régate, comptant pour les demi-finales de la Coupe Vuitton. Vous voyez un refus de priorité au départ. Les conditions de la course, d'autre part, furent très changeantes avec des rafales de vent importantes. Du football, confirmation, Robert Pires reste bien à l'Olympique de Marseille malgré les demandes de Lens et de Saint-Étienne. Et puis du ski, plus précisément du saut à ski avec à Innsbruck en Autriche, la victoire d'Andreas Wiedels, l'Autrichien. Et Dominique Thiers, spécialiste, me signale qu'il est désormais deuxième au classement de la Coupe du Monde de saut à ski. Du cinéma, mercredi sur les écrans, vous pourrez voir Le Voyage de Félicia du réalisateur Atom Egoyan. Il a déjà réalisé Exotica et De beaux lendemains. Le Voyage de Félicia fut présenté à Cannes en 1999. Atom Egoyan intrigue ou déroute avec souvent des histoires de gens ordinaires qui cachent de lourds secrets. Le Voyage de Félicia se passe dans une ville anglaise inconnue avec pour héroïne une jeune femme. Présentation Pascal Deschamps et Jean-Louis Melin. Un passeport canadien, un nom arménien, lieu de naissance, le Caire. Le très cosmopolite Atom Egoyan voyage en apparence, sans bagages. En apparence seulement, car il transporte avec lui de film en film un univers qui en fait l'un des réalisateurs les plus fascinants du moment. Ces personnages nous ressemblent, des personnages ordinaires, au sens commun, sans histoire, mais dont le destin emprunte parfois de curieux chemins. C'est le cas de Félicia, une jeune Irlandaise qui part à la recherche de son fiancé disparu et tombe sur un mystérieux célibataire auquel on prête d'emblée un lourd passé. Mon père dit que Johnny s'est engagé dans l'armée anglaise. Ça ne peut pas être vrai. Mais non, bien sûr. Johnny ne me mentirait pas. Non. Johnny ne vous mentirait pas. Il ne s'engagerait pas dans l'armée anglaise.
Entrez avec moi, on va faire des recherches. J'ai une collègue de bureau qui est experte en ce genre de choses. Oh, je suis désolée. Je ne veux pas vous ennuyer à un moment pareil. Son film est une expérience très étrange. On retrouve le même phénomène que dans ses deux précédents. Quand on arrive à la moitié de l'histoire, on se pose plein de questions et tout à coup, tout le puzzle se met en place. Il y a un personnage qui dit « Tu dois te souvenir de ton passé ». Et moi, je suis très sensible à ça en tant qu'Arménien. La mémoire est à la fois un fardeau et une obligation. On veut savoir d'où l'on vient, mais à un moment, il faut s'en détacher. Oh Joey, tu fais des cochonneries. Atom Egoyan est le roi de la manipulation. Sa recette, une dose de fantaisie mais qui n'exclut pas l'émotion, une pincée de mystère qui flirte avec l'humour. C'est très bon pour toi, du bon foie cru. Tu sais que dans certains pays du Moyen-Orient, le foie cru est un maître. Et contrairement aux apparences, on se régale. Cherchez le torchon pour aider maman à nettoyer. Le voyage de Félicia, c'est mercredi sur les écrans. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux informations. Elles concernent d'abord la rentrée scolaire qui sera sans doute différée, perturbée dans beaucoup d'établissements, notamment en Ile-de-France, en Lorraine, en Normandie, en Limousin. Beaucoup de lycées sont encore à ciel ouvert. Et puis, une semaine après les deux tempêtes, le bilan reste évidemment très important. On comptait encore ce soir 370 000 abonnés privés d'électricité. Il y a 360 000 lignes téléphoniques coupées. Le rétablissement d'électricité pourrait nécessiter encore plusieurs semaines, pas avant peut-être la fin du mois pour certaines régions, notamment en Bordelais et en Limousin. Dans un instant, la météo sera présentée par Nathalie Riouet. À minuit, vous retrouverez Florence Duprat pour le dernier journal. Et puis, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir, merci.